Un match historique, la plus grande défaite de l'Olympique de Marseille durant un Classico, c'était dimanche 8 février, PSG Marseille 5-0 en tant que supporter parisien avec Elias, on est évidemment ravis. Zéphyr n'est pas là, il est à Bruges en déplacement, mais donc bonsoir Elias, on se retrouve après le match, quel plaisir. Ah, mais c'est exceptionnel. Vraiment, là, la soirée, elle est remplie. J'aurais pu mettre mon maillot de City également parce qu'on va en parler de ce scénario lunaire. Mais c'est clair que là, l'info, c'est le PSG. On les a démontés. Enfin, là, c'était vraiment une démontada, une démonstration, une masterclass du PSG. Donc, c'est pour notre plus grand bonheur, Arthur. Je pense que Zéphyr, là, il doit être inquiet pour la course au titre, même s'il n'avait pas de grande espérance. On va revenir sur ce match tout simplement exceptionnel de Paris, en fait. C'était une masterclass. On le rappelle, Zéphyr, grand supporter de Lens, qui hate watch le PSG depuis 3 mois, et qui là a dû être dégoûté devant son écran de voir le PSG qui aurait pu en mettre 8-9 à l'OM, c'était dingue. Comme tu l'as dit, on parlera de Liverpool City, match dingue aussi, deuxième match, limite match de la semaine en Première Ligue. Quelle remontada de City qui s'accroche dans la course au titre. C'est dur, mais il s'accroche, toujours à 6 points d'Arsenal. Et on parlera en fin de podcast de la France qui a détruit l'Irlande jeudi pendant l'ouverture du tournoi destination. Donc c'était le choc entre les deux favoris du tournoi et la France s'est imposée avec la manière. Donc parlons du PSG en premier, Elias. J'aimerais avoir tes petites impressions sur le match. Moi je suis globalement très très satisfait. J'ai l'impression d'avoir revu le PSG agressif, conquérant de l'année dernière. Là c'est à chaque fois nouvelle année. J'ai l'impression qu'on a tout le temps un nouveau PSG et que c'est exceptionnel. Bah, c'est exactement ça. En vrai, tu l'as résumé. Là, on est le 8 février et j'ai l'impression que c'est la période où la pédale d'accélérateur, elle est appuyée à fond. Enfin, là, le PSG, il commence à retrouver une forme avec ce match. On sait que c'était un peu compliqué sur les derniers mois où il y avait quand même des contre-performances, notamment en Ligue des Champions, où c'était vraiment, vraiment dans le dur. Mais là, c'était tout simplement époustouflant contre des Marseillais qui pouvaient rien faire, en fait. On voyait les attitudes marseillaises. Ils étaient extrêmement frustrés. Ils faisaient énormément de fautes. Mais en face, le PSG, techniquement, c'était tout simplement merveilleux en fait à voir. Collectivement, il y avait des mouvements de partout. Enfin, le premier but là de d'Ousmane Dembélé sur un mouvement, Mendes qui décroche, Doué qui envoie extérieur, et ensuite c'est un tap-in pour Dembélé. L'action, elle est tout simplement magique. En fait, voilà, là on a retrouvé le PSG de plus belle, le PSG conquérant, dominant, qui ne laisse rien du tout à son adversaire. Et vraiment, c'était une impression simplement exceptionnelle. J'ai l'impression que personne n'a été en dessous pendant ce match. C'était une victoire à 12-13 avec les remplaçants là, qui étaient rentrés. Vraiment, c'est une victoire collective comme le PSG nous en a habitués tant de fois la saison dernière et même cette saison par moment. Et là, on les retrouve. Et attention que ce soit en Ligue des Champions et là en championnat, je pense que le faux pas va être très très rare. Je pense même pas qu'ils vont lâcher des points. Là, c'est du tout droit. Je les vois honnêtement pas perdre s'ils affichent ce niveau-là jusqu'à la fin de la saison. Ça peut en fait être bis repetita comme la saison dernière. Je sais pas ce que tu en as pensé, Arthur. Évidemment, on est extrêmement content, mais voilà, au-delà de notre euphorie parce qu'on est supporter, enfin, faut rester lucide, c'était une performance dinguissime du PSG. Vraiment, là, c'était PSG Prime, PSG l'année dernière, qui ne laisse rien du tout à son adversaire. Dis-nous-en un peu ce que tu en as pensé. Mais voilà. Bah écoute Elias, Dembélé le disait après le match, il disait on a vraiment voulu faire un statement avec ce match, montrer que le PSG renaît, et que là on va avoir un nouveau PSG pour 2026 et ça a été le cas. Il y a pas, le PSG n'a eu aucun défaut dans ce match, comme j'ai dit en intro de ce podcast. 4 montants pour le PSG, 5 buts, donc ça montre quand même qu'il y aurait pu avoir 8-0, ça aurait vraiment pas été choquant. On a eu d'innombrables occasions, des buts magnifiques, comme tu as dit, le premier but tellement bien construit avec la passe de Désiré Doué dans l'intervalle, même s'il y a quand même une grosse défaillance de Balerdi qui a été exécrable sur ce match. Le deuxième but de Dembélé, c'est un but de ballon d'or, quoi, un but exceptionnel où il part en solo. Encore une fois, erreur de Balerdi, mais là il fait un slalom entre les défenseurs argentins de l'OM pour finir dans un angle ultra resserré. C'est exceptionnel. Et enfin, que dire du match de Dembélé finalement c'est comme l'année dernière en fait, nouvelle année, nouveau Dembélé. Et est-ce que, pourquoi pas, il irait chercher ce ballon d'or. Enfin, là je m'enflamme énormément en voyant ce match. On voit la passe encore une fois sur Kvaratskhelia.
2 buts, une passe décisive aujourd'hui pour le français. Le but de Kvaratskhelia, Elias, est quand même fantastique, reprise de volée. Il y a une stat quand même marquante pour Ousmane Dembélé. Depuis le début de la saison en Ligue 1, 10 tirs cadrés, 7 buts. C'est extraordinaire. Il a une efficacité qui est dingue. Et là, on l'a vu ce soir. On sait qu'il est très très décisif dans les classicos. Mais là, on ne s'attendait pas à une telle performance. Au final, il y a tous les joueurs du PSG qui ont répondu présent. Même Dro Fernandez qui est rentré à la fin. C'était son premier match pour la nouvelle recrue du PSG. Qui a montré de belles choses au milieu de terrain. Avec un apport bon, des passes de qualité, tout le temps de la précision. Et ça m'a fait plaisir de voir Luis Enrique faire rentrer des jeunes sur la fin quand quand la victoire était déjà acquise. Donc écoute, Elias, on est très content de voir un nouveau PSG. Je pense qu'au-delà de la victoire, c'est une nouvelle motivation et on espère que ça va être pareil en Ligue des Champions contre Monaco et qu'en Ligue 1 ça va dérouler comme l'année dernière. Il y a Zéphyr qui nous parle énormément de Lens, qui nous fait qui fait que prôner Lens comme le futur champion de France. J'ai regardé leur match contre Rennes, c'est pas non plus flamboyant. Donc si Lens continue sur ce niveau de jeu, feront peut-être quelques faux pas. Et le PSG, là, s'ils jouent tous les week-ends comme ils ont joué ce soir, ça va être des 6-0, mais à tout va finalement. Bah, c'est clair que là, le PSG, ils sont sur ils peuvent enclencher avec ce match une dynamique excellente et incroyable. Mais j'aimerais aussi revenir sur la piteuse performance de l'Olympique de Marseille parce que c'est le match de ta saison, en fait, globalement, parce que Lyon est repassé devant toi. Et là, tu as les Lyonnais qui sont en pétard d'ailleurs. Faudra qu'on en parle aussi hein, de Lyon là, qui ne s'arrête plus de gagner. Je crois qu'ils sont sur 12 ou 13 victoires d'affilée. C'est tout simplement n'importe quoi. Et en fait, tu as ces attitudes nonchalant. Enfin, tu n'es pas là dans les duels. Techniquement, c'est faible. Enfin, voilà, mais le plan de jeu, il n'est pas bon de côté de Zerbi. Les joueurs ils font pas les efforts. En fait, tu as l'impression qu'ils sont pas venus jouer le match, qu'ils ont été résignés, ils ont pris 1 ou 2 buts, ils ont pris les 2 premiers buts et derrière tu savais que c'était fini en fait. Tu savais que si c'est pas eux qui marquaient pas en premier, bah derrière le match ils allaient le lâcher et je trouve que c'est vraiment dommage parce que honnêtement, il n'y a pas de joueur de Marseille qui est vraiment ressorti de la rencontre. Je pense que pour le coup, c'était une démolition à 11 côté PSG et c'était voilà, une apathie collective à 11 avec les remplaçants qui n'ont quasiment rien apporté. Paixão, voilà, il a essayé, mais c'est sans succès, quoi. Et puis Greenwood, j'ai vu qu'il était sorti. Eh ben, c'est le seul highlight que j'ai vu de son match, quoi, parce que il était fantomatique, on nous le vend comme quelqu'un d'exceptionnel, mais j'ai l'impression que dans les gros matchs, même contre Bruges, il a été inexistant, il est nulle part, c'est Casper le fantôme, le mec, on sait pas on sait pas où il est dans les gros matchs, et en fait, c'est là où on l'attend, c'est là où on attend les Marseillais, ils nous l'ont un peu prouvé, même si et je trouve qu'il y avait des circonstances en ce début de saison, ils ont profité quand même d'un PSG beaucoup moins bien physiquement, et même techniquement, dans le match du Classico, je les ai trouvés nullissime le PSG techniquement. Et là, dès qu'on voit qu'ils augmentent le curseur, bah derrière Marseille, ça ne peut pas suivre. Et là, Marseille sont en grand danger hein, parce que, attention, ils ont perdu cette 3e place qualificative directement en Ligue des Champions. Et derrière, ils vont devoir courir vers l'OL. Et l'OL, ça fait que gagner, que gagner, que gagner. Donc attention à Marseille. Arthur, je ne sais pas si tu veux avoir un petit mot aussi sur l'équipe phocéenne. Mais c'est cataclysmique ce qu'ils nous ont fait ce soir. Écoute Elias, je t'ai trouvé dur mais réaliste de la prestation de l'Olympique de Marseille. Pour revenir sur le premier Classico, c'est vrai que ça a été un peu tronqué. C'était la soirée du Ballon d'Or, il y avait plein de joueurs absents, plus énormément de blessures pour le PSG. Donc l'OM s'est réjoui de sa victoire. Bon, bah, c'est cool pour eux, mais finalement on savait que c'était pas le vrai PSG en face au Vélodrome. Là, écoute, pour revenir sur Greenwood, t'as raison. Le seul highlight, c'est quand il a fait le tour de terrain pour sortir. Il a rien proposé. Il s'est fait bouffer par Nuno Mendes tout le match. Il y a beaucoup de Marseillais qui nous vendent Greenwood comme un top 3 ballon d'or, comme le meilleur joueur de Ligue 1, voire le meilleur top 3 meilleur joueur du monde. Et au final, on le voit, il répond pas présent, à part contre Auxerre ou des équipes comme ça en Coupe de France où il met des triplés. Au final, comme tu dis, il n'y a plus personne. En Ligue des Champions, inexistant, il marque quasiment pas. Et au final, son équipe, là, elle est plus en Ligue des Champions. Là, elle est 4e de Ligue 1.
et elle est encore en Coupe de France à la limite, mais enfin c'est là pour l'instant là, c'est l'OM est en crise, crise. Ça commence à être très très chaud pour Roberto De Zerbi. Là, ça va peut-être chier des bulles dans pas longtemps. Il y a là déjà, c'est scandaleux qu'il soit fait sortir de Ligue des Champions parce que même si il y a Troubine, je sais pas quoi, enfin c'est un gros scénario, mais enfin c'est quand même de leur ressort de pas aller perdre 3-0 contre le club Bruges. À un moment, enfin faut se remettre en question. C'est le club Bruges, c'est une équipe belge de se prendre 3-0. Enfin faut se regarder dans le miroir et se poser des questions. Faut pas commencer à dire oui, ils ont eu la chance, Benfica, de mettre un but. Je sais pas quoi. Là en Ligue 1, comme tu l'as dit, l'OL, ils sont en pétard. Pavel Souch, Hendrik, enfin, c'est exceptionnel ce qui se passe du côté de Lyon. Donc au final, là, l'OM, ils vont devoir aller courir derrière la place de Ligue des Champions pour pas faire une saison blanche comme l'année dernière. Et enfin, l'année dernière, ils ont quand même été en Ligue des Champions, mais au final, l'OM, ça commence à être très très compliqué pour eux, et surtout, ils proposent presque rien. On a quand même eu une belle performance contre Rennes en Coupe de France cette semaine, mais là, ce soir, c'était fantomatique. Et là, j'ai hâte de voir les notes dans l'équipe là, qui vont sortir dans pas longtemps, mais je pense que ça va être des 2 pour tout le monde, voire un 1 pour Balerdi, qui lui a été, mais le capitaine Balerdi, finalement, ça a été... j'avais envie de pleurer devant mon écran. Bon, passons le sujet du Classico, parce qu'on avait quand même une autre rencontre majeure ce week-end. Toi, fan de City. Quel dimanche. Moi, je te mens pas, à la 80, enfin après le but de Szoboszlai, je me suis dit, d'ailleurs, je t'ai envoyé un message, la course au titre c'est plié, Arsenal est champion. Là, il y a quand même un tout petit espoir pour City. Elias, je vais te laisser en parler. Quel match de dingue. Et en plus, le scénario à la fin où but de Cherki, pas but de Cherki, dingue. Ah, mais c'était totalement fou. Pour le coup, bah, c'est clair que pour le coup, dans la première mi-temps, il y avait pas photo, hein. C'était vraiment des mi-temps totalement inégales pour le coup. On a eu City qui dominait, mais outrageusement, sans forcément se créer de grosses occasions et même des situations de but. Et derrière, 70e, Szoboszlai, il envoie un pétard, mais j'ai jamais vu ça. Le coup franc, il est tout simplement sensationnel. Et derrière, il disait, hein, en fait, on parlait du mur, etc. Mais tu avais le consultant Canal qui parlait avec un gardien qui disait, bah là, il y a juste rien à faire, il y a juste à s'incliner, dire bravo. Voilà, moi, j'ai dit bravo, hein, je suis supporter de City, mais à un moment, faut de l'objectivité. Dire voilà, c'est totalement fou ce qu'il fait. Et puis derrière, City qui n'avait pas marqué en deuxième mi-temps, il avait mis 0 but sur les 6 derniers matchs en deuxième mi-temps. Et tout simplement, c'était dingue. Là. Derrière, tu as Cherki qui fait le centre, c'est dévié. Haaland qui dévie de la tête, qui fait un match cataclysmique, qui est fini à un but, une passe D. Allez, ok, Haaland, il est juste trop fort. Et derrière, le penalty. Et puis ça s'est emballé à la fin. Il y a une situation quand même pas très claire, mais ça en fait un derby totalement dingue. Et en fait, là, on se rend compte que je vous regardais TikTok sur les City Pool Jürgen Klopp Guardiola, mais là, ils nous ont offert un truc digne de ce nom, quoi. C'était totalement dingue. Les dernières minutes, c'était irrespirable. Et avec cette situation où, pour le coup, je pense que le mieux, ça aurait été de laisser le but, totalement le but pardon, hop, Cherki. à Cherki, voilà, et pas mettre de carton rouge à Szoboszlai parce que ça handicape plus Liverpool qu'autre chose. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, Arthur, mais c'était totalement dingue. Enfin, même moi, je me suis dit que c'était plié. City, ils n'avaient pas marqué en deuxième mi-temps. Et là, ils font ce revirement de situation. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression qu'ils veulent pas lâcher la veste d'Arsenal. Et le match Arsenal-City, il peut être totalement décisif. Et je pense que ça va être le choc à ne pas manquer. En tout cas, j'espère qu'il ne décevra pas. Parce que souvent, les chocs de PL, là, ils étaient partis pour nous décevoir. Mais on a bien vu que là, c'était complètement ouf. Bah écoute Elias, pour revenir sur la situation à la fin, j'ai vu quelqu'un qui analysait la situation. En fait, je pense qu'il avait pas trop d'autre choix l'arbitre parce que Szoboszlai fait la faute, puis Haaland fait la faute sur Szoboszlai et il serait allé chercher le ballon s'il n'y avait pas eu faute d'Haaland. Donc au final, je pense qu'il était un peu forcé de mettre un rouge parce qu'il n'y aurait pas eu de but sans cette faute de Haaland. Après, pour revenir sur le match, on était quand même dans un Anfield bouillant, une ambiance des grands soirs du côté de Liverpool, c'était un peu mythique l'ambiance. Je te trouve un peu dur sur Liverpool en deuxième période, je trouvais que c'était vraiment équilibré la deuxième période, beaucoup de situations quand même
pour les Reds. Enfin, le but de Chobosla, il intervient pas, il vient pas contre le cours du jeu. C'est ça que je veux dire. C'est que la première mi-temps, elle est vraiment à l'avantage de City. C'est vraiment, ils auraient dû en mettre un pour concrétiser leur domination, mais la deuxième mi-temps, elle est quand même un peu du sens de Liverpool. Moi, j'ai beaucoup aimé, enfin, Hugo Ekitike qui a quand même vendangé un peu devant le but, mais j'ai quand même bien aimé son travail en appui, un peu en neuf d'appui. Mohamed Salah que j'ai trouvé, c'est compliqué pour Mohamed Salah de se relancer un peu, même s'il sort un bel extérieur de pied pour Ekitike, mais sinon il est pas présent, il est pas judicieux dans ses choix. Et au final, City, comme tu l'as dit, c'est exceptionnel à la fin du match. Erling Haaland absent, et Erling Haaland quand même, un but, une passe D, magnifique passe décisive, une tête comme ça en déviation. Et que dire du penalty, plein de sang-froid contre Alisson. Stat hyper effrayante. Erling Haaland a marqué en Première Ligue dans tous les stades dans lesquels il a joué. Voilà, c'était le dernier stade à Anfield. Me dis pas Sunderland, parce qu'en fait il a pas joué à Sunderland. Il va jouer là parce qu'il a joué à domicile en début de saison. Mais c'est complètement dingue le cyborg qui atomise la Première Ligue. Il était pas trop en forme en ce moment, donc je pense que ça va aller lui faire du bien un peu. Et au final, dans la course au titre, tu parles d'un Arsenal City. Arsenal ils sont quand même affolants de régularité. Ils gagnent tous leurs matchs 3-0 contre des équipes pas mauvaises. Sunderland, pour aller gagner 3-0 contre eux, il faut vraiment bien jouer. Donc on verra si Arsenal fait un faux pas ou si c'est du tout droit jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, City qui s'accroche, et City qui abandonne pas son rêve de titre cette saison. Elias, toi, fan de City, est-ce que tu y crois encore, ou tu commences à abandonner? Parce que en soi, si on regarde juste le jeu de City, c'est pas un jeu de champion d'Angleterre, hein. Si on compare au City de Guardiola 2019 sous 99 points, c'est vraiment pas du tout la même chose. Ouais, exactement, tu l'as dit, c'est clair que on n'est clairement pas sur du grand City, surtout en seconde période, où bah voilà, il y avait une stat avant le match, c'était 0 but sur la seconde période depuis 2026, et tout sur la première, et on a bien vu cette différence. Désolé, j'ai pas forcément été clair, mais oui, il y a un gros déséquilibre. La première mi-temps était outrageusement dominée, mais la deuxième mi-temps, tu te fais outrageusement dominer par Liverpool, et qui marque un but totalement mérité. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils n'ont pas enflammé plus la rencontre, parce qu'il y avait clairement la place face à ce City-là. Mais par contre, tu dis qu'ils n'ont pas un jeu de champion, mais moi je trouve que cette victoire, c'est une victoire de champion, parce que tu n'as pas les stats en ta faveur, tu n'as pas le match du tout en ta faveur, tu fais un match globalement médiocre, moyen offensivement, où tu n'arrives pas à trouver des solutions, et derrière tu viens plein de résilience, plein d'abnégation, plein de combativité, aller chercher cette victoire à l'extérieur, à Anfield, si importante, parce que tu étais à 9 points sur le 1-0, puis à 7 ensuite, et là tu reviens à 6 points, à 2 victoires, sachant que tu dois jouer contre Arsenal. Donc c'est peut-être une victoire de champion. En tout cas, on s'en souviendra, c'est sûr, si City arrive à aller au bout du championnat et arrive à glaner ce titre. Mais c'est clair que tu l'as dit, Arsenal, c'est tout simplement impressionnant ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment, on peut ne pas aimer le style de jeu de l'équipe, mais il n'y a pas à dire, ils sont vraiment hyper forts. Même sans Saka, même sans Odegaard, même sans certains cadres. Voilà, ils ont une profondeur de banc avec des Zubimendi, des Declan Rice au milieu de terrain qui sont totalement effrayants. Et Gyökeres qui commence à marquer des buts, peut-être ça va lui faire du bien pour sa confiance. Donc ça va être une course au titre clairement à suivre. Et moi j'espère en tout cas que City pourra aller chercher ce titre de champion. Mais voilà, faut pas les enterrer. 6 points en Première Ligue, ça peut aller très vite. Toutes les équipes sont difficiles à jouer, même si le calendrier est totalement inégal, qui penche pas du tout en la faveur de City. Donc voilà, c'est un peu mon analyse sur ça. Rien n'est joué, en tout cas la PL, de toute façon, tu as l'impression que même dans les 2 dernières journées, ce sera jamais fait. Et Arsenal aura peut-être la peur de gagner, la peur de finir, de conclure ce championnat, de définitivement le plier. Et City sera en embuscade, car ils perdent très peu de points quand il faut pas en perdre, même s'ils en ont perdu quelques-uns fin décembre, début janvier. Donc voilà, c'était un peu mon analyse sur ce City Liverpool, et sur la suite de cette PL qui s'annonce exceptionnelle et qu'il faudra suivre. Voilà.
Bah écoute Elias, je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est quand même c'est pas dans leur, c'est pas City qui va décider du fait qu'ils gagnent ou pas le titre de champion, c'est en fonction des performances d'Arsenal. Même si City gagne contre Arsenal, ils seront quand même à 3 points, donc on verra. Mais en tout cas, ça promet d'être une fin de saison haletante à la City Liverpool comme à l'ancienne. Mais City, il faudra quand même qu'ils arrêtent les espèces de faux pas à la con contre Tottenham ou contre des équipes comme Brighton où tu dois gagner le match largement et au final l'équipe revient, match nul et c'est des points comme ça que tu peux pas perdre quand t'as envie d'être champion. Et Arsenal, ils les perdent pas. Donc on verra s'ils vont perdre des points comme ça sur la fin de la saison. Mais en tout cas, pour l'instant, on a quand même Arsenal qui est encore favori pour le titre parce que 6 points, c'est quand même un certain match là, début février. Mais il faudra le conserver. Bon, finissons le sujet Première Ligue. Passons sur le rugby pour finir cette émission. Elias, je suppose que tu étais devant le match jeudi soir. Un premier match destination programmé un jeudi soir, c'était quand même la première fois de l'histoire et on a eu le choc France-Irlande et une démonstration des Français, surtout en première mi-temps. On sort à 22-0, c'est n'importe quoi ce qui se passait, les enchaînements avec Louis Bielbiarré qui était exceptionnel sur son aile gauche. Elias, je sais pas ce que tu en as pensé, mais là pour l'instant, en voyant ce match, et on continue à jouer comme ça sur tout le tournoi, c'est du tout droit limite. Exactement. Par contre, attention à l'Angleterre Ouais, également, qui a fait un gros statement contre des Gallois. Mais bon, les Gallois, ils sont au fond du trou depuis 3-4 ans. Et c'est clair que là, contre l'Irlande, on a été impressionnant de discipline. Il me semble qu'on a fait on a concédé juste seulement 3 ou 4 pénalités, ce qui est rien du tout, alors que c'est nous qui en avions concédé le plus dans la tournée d'automne précédente. Et là, on est en place. Tout le monde a quand même très bien joué. Guillard a été élu homme du match et honnêtement, je l'ai trouvé énorme. Pour moi, ça coule de source. Son match, voilà, tout le monde a été très très bon. Louis Bielbiarré, donc il nous met encore 2 essais avec des highlights totalement fous, notamment la passe de Thomas Ramos. Le mec s'est cru au footy-volley, là, il a fait une passe aberrante. Thomas Ramos, il est aberrant dans ces situations-là. Il trouve toujours de l'inspiration de ouf. Et Bielbiarré, là, il démarre à 200. Le mec, il a arrêté. Mais trois pas plus tard, tu le revois plus. Il regarde dans le rétro, il y a plus personne. Donc c'est clair que voilà, la France a été impressionnante et ça lance clairement notre tournoi. Vraiment, voilà, on peut aller chercher le Grand Chelem. Ce dernier match au Stade de France, le crunch face à l'Angleterre, il est coché dans le calendrier, même si bon, il faudra quand même gagner les autres matchs, gagner contre le Pays de Galles, là-bas il me semble, et ensuite dérouler contre l'Écosse et l'Italie. Mais c'est clairement possible, on vise clairement le Grand Chelem, c'est l'objectif à avoir. Et en plus, Fabien Galtier a fait des choix forts et les choix forts ont été récompensés. Pas de Penaud, pas de Ficou. Et on a vu que ça avait bien marché avec 2 porteurs, avec Atis Sogbe qui font un bon match à l'arrière. Donc très satisfaisant. Arthur, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai extrêmement bien aimé cette performance des Bleus. Ils nous ont régalé. Bah, je trouve surtout que, Elias, pour revenir à ce que tu dis, que ça prouve un certain nombre de choses. Surtout la stat que tu as relevée, c'est aucune pénalité concédée en première période pour les Bleus et seulement 3 ou 4 je crois sur le match. C'est exceptionnel pour une équipe de France dont le principal défaut était quand même son nombre de fautes, notamment dans les rucks où on était très très souvent fautif. Et une autre chose, c'est que j'ai l'impression qu'on gomme enfin, nos défauts qu'on avait antérieurement, comme les réceptions de jeu au pied, où là Thomas Ramos a été extraordinaire dans les réceptions de jeu au pied. L'Irlande qui faisait 2 passes, ils avançaient, jeu au pied, tout le temps jeu au pied, jeu au pied, jeu au pied. Au final, nous à la conquête, on était exceptionnels. Et on avait tous les ballons, et c'est ça qui nous a permis de remporter ce match avec la manière. Après, comme tu l'as dit, les choix forts, c'est vrai que Damien Penaud, c'est controversé parce qu'il fait quand même une très belle saison avec Bordeaux, mais défensivement, c'est vrai que c'est pas trop ça, et Fabien Galtier préfère un Atis Ogbe. Là, on l'a vu, défensivement, c'était extraordinaire pour les Français. Et là, pour revenir sur ce que tu disais, l'Irlande qui est quand même en bout de course, on sent que l'Irlande, ils ont quand même du mal à se renouveler. Là, leur ouvreur, là, le nouveau Sexton, qui est très lent sur ses prises de décision, qui a Prendergast. ouais, Prendergast qui a du mal à imposer sa patte, il fait beaucoup d'erreurs. Et au final, on sent que l'Irlande, c'est plus l'Irlande des années précédentes. Là, ça fait 2 ans qu'on les bat, qu'on les étrille. L'année dernière, c'était
c'était à Dublin, là c'est au Stade de France. Au final, peut-être que le rival maintenant, ça va vraiment être l'Angleterre et notre principal concurrent pour le Grand Chelem. C'est vrai qu'ils ont fait un statement contre le Pays de Galles. Le Pays de Galles qui, quand même, limite, ils ont le niveau de la deuxième division des 6 nations. Et quand même, une équipe dont t'as pas parlé, mais je pense que ça va vraiment être compliqué d'aller le chercher, c'est quand même l'Italie. L'Italie qui sort l'Écosse qui est quand même un gros client. Et l'Italie qui a été très très convaincante, qui a un jeu très offensif, qui est très plaisant à regarder. Et au final, là, il s'impose vraiment comme peut-être la troisième ou quatrième nation de ce 6 nations. Peut-être qu'il pourrait aller chercher potentiellement l'Irlande. Quand on voit l'Irlande, ce qu'ils ont proposé là contre la France jeudi soir, je pense que l'Italie de Paolo Garbisi pourrait très clairement aller les chercher sur un match. Donc on suivra ça avec attention dans la zone sport, on vous tiendra au courant. Prochain match contre le Pays de Galles la semaine prochaine, on espère une deuxième victoire française et on espère dérouler jusqu'au crunch et avoir un bel affrontement. On espère que l'Angleterre aura gagné tous ses matchs et qu'on aura le choc pour le Grand Chelem et que on les étriera devant notre public. Pour finir l'émission, Elias, on a quand même les Jeux Olympiques d'hiver qui ont commencé depuis quelques jours. Aujourd'hui, première médaille d'or pour les Français avec le relais mixte de biathlon. On n'en a pas parlé longuement parce que c'est pas une surprise. C'est un relais mixte qui dominait le circuit de biathlon avec les meilleurs biathlètes du monde finalement dans ce relais avec Julia Simon, Lou Jean Monod, Éric Perrault et Quentin Fillon-Maillet. On a eu Éric Perrault et Quentin Fillon-Maillet qui ont fait quelques fautes au tir, ça a été compliqué et au final les filles qui ont déroulé avec des sans fautes, c'était exceptionnel et on espère de nouvelles médailles dans les jours à venir. Demain on a le combiné par équipe au ski alpin, on espère potentiellement un Clément Noël en patron qui amènerait une médaille à la France et on suivra ça avec attention. On espère une razzia au biathlon où la France pourrait aller chercher tous les titres potentiellement, Elias. Et aussi la forte image, Lindsey Vonn oui. Terrible chute également, la légende Lindsey Vonn là, qui a voulu quand même participer au JO et qui fait cette terrible chute très très tôt dans la descente. D'ailleurs, elle a été placée en soins intensifs. Ça va peut-être être l'image de ces JO malheureusement côté américain. Donc voilà, il y a aussi cette image-là, mais on retient quand même la victoire de nos biathlètes français, la médaille d'or. Ils ont déroulé. Moi, j'ai été impressionné. Je regarde pas vraiment énormément le biathlon, mais là, ils m'ont subjugué, surtout les filles, qui ont été incroyables. Donc, on va suivre ça avec attention. Le biathlon, on espère qu'il va nous rapporter énormément de médailles et on compte vraiment sur nos biathlètes français et, comme tu l'as dit, sur Clément Noël qui peut aller nous chercher l'or prochainement. Voilà. Bah écoute, ouais c'est vrai, Lindsey Vonn, j'avais oublié, 41 ans, qui était là pour ses derniers jeux. Elle s'est fait les croisés la semaine dernière, elle voulait quand même essayer d'aller chercher la victoire à Cortina et au final chute au bout de 13 secondes. J'étais devant ma télé, je me suis réveillé pour ça, ça faisait mal à voir l'image d'elle qui se fait héliporter, son genou qui tourne. Je sais pas trop comment ça se passe, je crois que c'est une fracture du genou gauche, enfin de la jambe gauche. Quand même, j'ai l'impression qu'elle s'est fait les croisés sur un genou qui avait déjà les croisés, donc c'était un peu horrible. Et comme tu l'as dit, on suivra ça avec attention, ces JO d'hiver qui commencent avec de belles performances françaises. Et voilà, on se retrouve jeudi pour un débrief des JO et du sport en général. Merci Elias.